La vanille vit en sous-bois dans les forêts tropicales humides. Elle est originaire du Mexique. Les Aztèques en consommaient déjà beaucoup. Les Espagnols découvrent la vanille au début du XVIe siècle. Elle crée un engouement particulier pour les cours européennes. Le Mexique restera leader de la production de vanille pendant plus de 2 siècles. Introduite à La Réunion en 1819, c'est Edmond Albius qui découvre le principe de pollinisation de la vanille. Cette culture deviendra le modèle phare du pays. Après de longues années de gloire, la culture va décliner. D'une production intensive, nous passerons à une production patrimoniale. Encore aujourd'hui, quelques agriculteurs s'attachent à produire traditionnellement la vanille. Aujourd'hui, les producteurs et transformateurs redynamisent cette filière dans la qualité pour valoriser la vanille Bourbon, un bon produit pays. Tout ça, c'est dans Parler haut, parler bas. L'île de la Réunion est le berceau du développement de la vanille. L'histoire du domaine du Grand Azier à Sainte-Suzanne démarre à la fin du XVIIe siècle. Azier signifiant bosquet en vieux français. Parmi les premiers habitants de l'île, Jean Julien en obtient la concession. Entre-temps, bien des propriétaires auront mis leur empreinte sur ce domaine. Parmi eux, Joseph Desbassins au XIXe siècle. Depuis, l'histoire du domaine et de la vanille sont liées. Les premières boutures de vanille arrivent de Guyane à La Réunion en 1819. Ces premiers plants sont répartis entre le jardin colonial et quelques cultivateurs. La deuxième introduction, en provenance de Manille en 1820, ne va pas résister à la replantation. Les années suivantes, M. Marchand, de retour de Paris, importe une vanille mexicaine, Vanilla Fragance. Le troisième essai sera le bon. Le bouturage fonctionne et la vanille planifolia devient une plante d'ornement, car elle ne va pas fructifier sans son abeille pollinisatrice. En 1841, c'est Sainte-Suzanne, Sainte-Suzanne, le Grand Azier, parce que la bonne pluviométrie, bon terrain et tout, quoi. Alors la famille Chassagne est installée depuis longtemps sur le domaine. Depuis 110 ans, enfin 1903. Toujours sur l'agriculture. Oui, c'est un domaine agricole, hein, ça n'a pas changé. Dès le départ, c'était une propriété agricole ici? Oui, puisque les premiers habitants devaient assurer leur autosuffisance. Donc on dit que Jean Julien plantait aussi bien toutes les cultures vivrières pour vivre, citrouille, riz et même du tabac pour avoir un peu de tabac, quoi. Ensuite, il y a eu des particularités. Après, la Compagnie des Indes qui possède l'île, elle va imposer la culture du café. Ensuite, il y aura les épices, le coton un petit peu. Et puis, ça va passer à la canne à sucre depuis 1815 jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on fait en particularité ici? Alors, canne à sucre, toujours. Canne à sucre comme principale culture. Actuellement, on va dire pratiquement 100% canne à sucre. Mais avant, bon, forcément, c'était une ferme, chaque domaine était une ferme. Donc, un petit peu de manioc, patates douces, maïs, des trucs pour nourrir les animaux de la ferme. Alors, à bientôt 100 ans d'existence, la maison a besoin de rénovation, on va dire. Oui, il y a des petits travaux d'entretien habituels, mais là, pour son centenaire, les travaux sont en cours actuellement. Donc, elle sera à nouveau impeccable pour son centenaire. La maison, elle date de 1913. Et elle pourra tenir le coup encore 100 ans? Encore facilement, même plus, on pense.
Associé à l'activité agricole, on va dire, il y a aussi l'activité touristique sur le site. Oui, mais on va pas dire en état d'embryon, mais on a toujours voulu faire connaître, depuis une vingtaine d'années, faire connaître le domaine du Grand Azier. Donc on a, on va dire, un millier de touristes qui visitent le domaine tous les ans. Et depuis 3 ans, dans les anciennes écuries du domaine qu'on a restaurées, on loue à une société qui s'appelle La Vanillerie et qui fait, elle, tout ce qui concerne la vanille et qui reçoit pas mal de visiteurs. Donc nous, ça nous apporte un plus et après on va travailler certainement en collaboration avec cette société. Gilles retrouve Bertrand Côme, directeur de la Vanillerie. Alors là, on est sur la phase 1 de la préparation de la vanille, on va dire ça comme ça. Oui, alors c'est la pollinisation de la fleur. Voilà, la pollinisation de la fleur. Il faut savoir qu'une fleur ne sort que sur des plants qui ont déjà 3 ans. Il y a une période juvénile pendant laquelle la vanille ne fleurit pas. Et au bout de 3 ans, elle va fleurir régulièrement tous les ans du mois d'octobre au mois de décembre. Les fleurs se font quasiment tous les jours, c'est un travail quotidien. Absolument, puisque les fleurs vont apparaître sur des grappes, mais sur une grappe, on aura une fleur qui va s'ouvrir tous les 3-4 jours. Donc on va avoir des fleurs constamment sur les plants du mois de septembre au mois de décembre. Alors, on parle beaucoup à La Réunion d'Edmond Albius. C'est grâce à lui qu'on a de la vanille? Alors, c'est grâce à Edmond Albius parce que c'est lui qui a trouvé le procédé de pollinisation de la fleur. Alors, la légende veut qu'il est en colère contre son maître, qu'il a froissé une fleur et que c'est comme ça qu'il a obtenu, on va dire, la première gousse. En fait, ça, c'est une légende. Vous pouvez froisser toutes les fleurs que vous voulez, ça marche pas. Il faut savoir qu'on ne pollinise pas une fleur de vanille par hasard. Et donc, c'est bien par le fruit de sa réflexion, en observant la fleur, qu'il a réussi à trouver le procédé manuel de pollinisation de la fleur. Sans Edmond Albius, pas de vanille à La Réunion. Tout à fait. Alors, ça devait déranger certaines personnes à l'époque, des scientifiques ou des savants qui étaient sur place, qui n'avaient pas trouvé, qu'un petit esclave de 12 ans, illettré, puisse trouver une chose aussi formidable. Dans la nature, comment ça se passe ? Alors, dans la nature, il faut savoir que ces plants de vanille ne sont pas originaires de La Réunion, mais du Mexique. Et au Mexique, il y a une petite abeille qu'on appelle la mélipone qui va féconder naturellement à peu près 5 à 10% des fleurs. Donc les Amérindiens ne faisaient pas de la culture de la vanille, ils faisaient de la cueillette. Ils allaient simplement en forêt, ramasser les fruits arrivés à maturité. Mais ici à La Réunion, on n'a pas cette abeille. Donc il a bien fallu trouver une astuce pour remplacer le travail de l'abeille. Alors ici on prend la fleur, on déchire le pétale ici, la robe. Alors ensuite on a à cette extrémité-là les grains de pollen, juste à l'extrémité. En dessous, on a le rostellum, donc c'est la petite languette stérile qui est sur mon pouce. Et sous le rostellum, le stigmate, une seconde petite languette, c'est la partie femelle. Et les deux ne peuvent pas rentrer naturellement en contact. Donc l'astuce d'Albius a consisté à soulever le rostellum, comme ceci, avec la petite aiguille, et ensuite à appuyer entre le pouce et l'index délicatement, pour mettre en contact les organes sexuels mâles et femelles. Vous voyez que l'enveloppe est vide ici, les grains de pollen sont partis et ils se sont déposés en dessous ici. Là, la petite masse jaune juste au bout de mon doigt. Donc là on fait le travail de pollinisation et la fécondation, c'est ensuite les grains de pollen qui vont aller féconder les ovules à l'intérieur de la gousse. Ce qui va permettre le développement ensuite de la gousse. La gousse, c'est la petite tige que l'on voit ici qui supporte la fleur. D'accord. C'est elle qui va grossir si la pollinisation a fonctionné. Exactement. Donc si la pollinisation a bien fonctionné, la fleur va se dessécher comme ceci, et la gousse, qui est cette petite tige qui supporte la fleur, va commencer à s'allonger. Si on a échoué, la fleur va tomber au bout d'1 ou 2 jours, et ça va être avorté. Donc ça va rester quelques temps, et ensuite ça va tomber, ça ne donnera jamais de gousse. D'accord, ça séchera sur place. Ça séchera, ça tombera. On va féconder 100% des fleurs, on va obtenir à peu près 70% de gousses. Parce qu'on va avoir des pollinisations qui ne marchent pas bien, des gousses qui restent petites, qu'on va éliminer au fur et à mesure. Donc au final, on a à peu près 70% de réussite. C'est une action quotidienne, mais il y a des heures particulières, il y a des périodes. Alors, il faut savoir que la fleur s'ouvre le matin et se fane le soir. Donc on a une seule journée pour pouvoir polliniser la fleur. On préfère travailler le matin parce que la fleur est bien ouverte et que c'est plus facile, plus rapide. On féconde quand même 300 fleurs à l'heure.
Si on attend l'après-midi, on peut encore féconder, mais la fleur s'est refermée, les grains de pollen se sont déjà déposés sur la petite languette stérile, donc on va passer 2-3 fois plus de temps pour féconder une fleur, mais ça marche toujours. Alors là, on a vu la fécondation de la fleur qui s'est ouverte le matin même. On peut intervenir sur la fleur qui s'ouvrira le lendemain seulement, ce qu'on appelle la fécondation du lendemain. Et ce qui va me permettre également de te montrer comment l'abeille fait son travail dans la nature. D'accord. Donc on va prendre un bouton floral, celui-ci, qui va s'ouvrir seulement le lendemain. Donc je vais faire une incision ici. Voilà. Donc vous voyez la fleur de profil. Et vous voyez ici les organes sexuels qui sont au fond. Et en face des organes sexuels, vous avez une petite touffe de poils qui est orientée vers l'arrière. L'abeille rentre à l'intérieur chercher le nectar. Et lorsqu'elle veut ressortir, la touffe de poils étant butée comme ça, et va lui empêcher de sortir. Et pour s'en sortir, elle devra sortir par le haut, et donc où se trouvent les organes sexuels. Et donc on va avoir, avec son dos, elle va soulever la languette et permettre la pollinisation. D'accord. En fait, l'abeille ouvre les organes, on va dire. Voilà, oui, elle soulève la languette qui sépare les deux. Donc, il y a une technique pour récolter les gousses de vanille? alors en fait, quand la gousse arrive à maturité, elle doit pouvoir se détacher très facilement de la plante. Si on est obligé de forcer pour enlever la vanille, c'est qu'elle n'est pas encore mûre. Donc on la laisse un peu plus longtemps. Alors ce qui est important, c'est vraiment le stade de récolte, parce qu'il faut s'imaginer que la gousse est un peu comme une poche qui va se remplir de précurseurs d'arômes, donc de parfums. Si on récolte une gousse trop tôt, c'est exactement comme si on fait une vendange du vin ou du raisin trop tôt, on n'aura pas un bon produit. Donc il faut vraiment que la poche, la gousse, se remplisse de toutes ces substances aromatiques. Ah bah il y en a déjà un petit peu au séchage. Ben voilà. Seulement pour en arriver là, eh ben, il va falloir qu'on aille faire tout le travail d'échaudage, d'étuvage des gousses pour en arriver à ces gousses, à ces belles gousses brunes. Alors, à quoi reconnaît-on que la vanille est à maturité pour être récoltée? Alors on va reconnaître qu'une vanille est mûre par rapport à la couleur de son extrémité. On s'aperçoit que cette gousse-là est encore verte à son extrémité, donc elle n'est pas encore mûre. Quand elle arrive à maturité, elle commence à devenir jaune, comme celle-ci. Et ensuite, là, c'est les différents stades de maturité naturels sur le pied. La gousse va se fendre à son extrémité, ensuite commencer à noircir, et pour finir, paraître complètement noire. Mais fendue, bien sûr. Sa couleur marron est naturelle au départ. Alors la couleur marron, c'est naturel. C'est le signe extérieur de la mort de la gousse. Est-ce qu'il y a là, à ce moment-là, de l'arôme, déjà? Alors, on commence à avoir de l'arôme quand la gousse commence à jaunir à son extrémité. Avant, elle n'est pas encore concentrée en arôme, donc il ne faut pas la récolter. À ce stade-là, c'est le stade optimum de récolte, l'extrémité est jaune. Malheureusement, quand elle se fend, une partie des parfums qui se trouvent à l'intérieur, notamment les plus volatiles, vont s'échapper. Donc on va devoir récolter la gousse avant qu'elle ne s'ouvre pour garder vraiment l'intégralité des parfums à l'intérieur. Alors le but, nous, de l'échaudage, c'est de faire en sorte que la gousse ne s'ouvre pas. Parce qu'évidemment, si la gousse s'ouvre, tous les arômes vont s'échapper, puisque les arômes sont à l'intérieur autour des graines. Donc le but de l'échaudage, c'est de tuer la gousse avant qu'elle ne s'ouvre et de bloquer ensuite son processus d'ouverture.
s'ils ne sont pas bien accueillis à maturité, tu n'as pas assez de graisse. C'est un premier critère. Et en plus, si tu sens une odeur un peu de jasmin. Ce temps de cuisson est important pour la qualité de la vanille. Voilà, il y a deux choses dans la cuisson, c'est la température de l'eau et le temps de trempage. Donc la température, elle est à 65 degrés. Les premiers essais qui avaient été faits en 1851 par Lupi, ils trempaient dans de l'eau bouillante. Alors effectivement, elle ne s'ouvrait plus, mais elle n'avait pas de parfum. Alors David de Fleuris, en 1857, va modifier la formule. Il va chauffer à 65 degrés pendant 3 minutes. 3 minutes, ça c'est pour permettre à la chaleur de pénétrer en fait à l'intérieur de la gousse, puisque si on les trempe que quelques secondes, ça n'aura pas le temps de bien chauffer à l'intérieur. Donc la durée, c'est par rapport au temps de pénétration de la chaleur. La chaleur proprement dit, c'est la température qu'il faut pour tuer la gousse, mais sans dénaturer l'enzyme. Alors je t'explique un petit peu tout ça. En fait, à l'intérieur de la gousse verte, on n'a pas de vanilline finale, de produit final. Quand on la récolte, elle ne contient même pas 10% du parfum final. Le reste de l'arôme est bloqué dans des molécules qu'on appelle des précurseurs d'arôme. Alors pour faire simple, ce sont des molécules aromatiques, notamment la vanilline, associées à des sucres. Dans ce cas-là, c'est le glucose. Sous cette forme-là, ça n'a pas d'odeur. Et lorsque la gousse va mûrir, elle va libérer une enzyme à l'intérieur qui va transformer ce précurseur d'arôme en arôme. La seule chose, c'est que cette enzyme est une protéine sensible à la chaleur. Donc si on chauffe trop, on détruit l'enzyme qui fabrique le parfum. D'où l'importance capitale de la température d'échaudage. Là, on est à 24 heures après l'échaudage. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a trempé ces gousses dans l'eau chaude hier et ensuite on les a placées rapidement dans des caisses capitonnées de couverture pour qu'elles restent bien au chaud. Et cette chaleur va permettre la mortification de la gousse. Donc elle était verte, elle était encore vivante. 24 heures après, elle devient marron, donc elle est morte. Et c'est là que se développe le parfum au départ. Le processus d'arôme. Le processus de développement de l'arôme, c'est le tout début. Alors pourquoi est-ce qu'on les maintient dans une caisse capitonnée? C'est tout simplement parce que l'enzyme qui va permettre le développement du parfum fonctionne mieux à chaud qu'à froid. Donc on va garder bien au chaud nos gousses pendant 24 heures pour que l'action de l'enzyme fonctionne beaucoup mieux. En fait, c'est le fournisseur, Hubert. Voilà. Alors Hubert, c'est le nom du producteur. Il faut savoir qu'on travaille avec 30 producteurs ici à la Vanillerie, mais on transforme séparément les vanilles de chaque planteur. Donc c'est la raison pour laquelle, en termes de traçabilité, on va indiquer sur chaque tablette le nom du producteur correspondant. Et ensuite, on a la date de la première mise au soleil. Donc on sort les vanilles de la malle d'étuvage et on indique la date. Comme ça, on a un suivi régulier de chaque vanille. Alors là, on a fini le séchage en plein soleil et on va passer à des choses plus douces. Voilà, alors ici démarre le séchage à l'ombre. On va placer nos vanilles sur des clés grillagées. Elles vont y séjourner pendant 2 à 3 mois et sécher très lentement pour garder toute leur souplesse. Une vanille qui sèche trop vite va être cassante. Donc on va les placer là et on va devoir repérer régulièrement, les trier pour voir les vanilles qui sont déjà sèches et celles qui ne sont pas encore sèches. Elles ne sèchent pas toutes en même temps. Eh bien non, parce qu'évidemment, elles n'ont pas toutes le même calibre. Il y en a des grosses, des petites, des charnues, des fines. Donc elles sèchent à des vitesses différentes.
On va devoir les trier une à une à la main pour repérer les vanilles qui sont sèches et celles qui n'y sont pas encore. Alors on le fait comme ça, en la manipulant, en la faisant tourner entre le pouce et l'index. Et en fonction de la manière dont la pulpe s'écrase à l'intérieur, on sait si elle est sèche ou pas. Alors il y a d'autres critères, il y a aussi l'épaisseur de la gousse, sa couleur, plus elle est sèche, plus elle est noire. Également, ça. Donc ils ont déjà 1 an. Ils ont 1 an de maturation aromatique et sans la puissance de l'arôme. Ah oui, c'est plus fort déjà, on le sent bien. Hein. C'est beaucoup plus fort et plus fin. D'où la nécessité de cette longue maturation pour obtenir un parfum très, très développé. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vanille de qualité doit être noire, souple et brillante. C'est son cas. Voilà. Et quand je dis souple, on doit pouvoir faire un nœud sans qu'elle ne se casse. D'accord. Voilà. Alors là, 1 an dans les caisses, ça ne voit plus le jour, ça ne respire pas trop. Voilà. Alors on va les contrôler régulièrement parce qu'on peut avoir des problèmes de moisissure. Donc tous les mois, on va vider la caisse poignée par poignée pour vérifier si on n'a pas de moisi et les éliminer bien sûr si on en aperçoit. D'accord, s'il reste un petit peu d'humidité. S'il y a un peu trop d'humidité, etc. Donc on va vider les caisses poignée par poignée 1 fois par mois. Et ça pendant 1 an. Voilà, donc ça permettra de les réoxygéner et au bout d'1 an, tout l'arôme se sera développé. Donc elle sera aromatique et la vanille sera stable. C'est-à-dire qu'elle ne moisira plus. Donc là ensuite, elle sera prête pour être commercialisées. Et forcément, on ne va pas tout commercialiser en même temps. Et si on les laisse en vrac dans la caisse, elles vont quand même continuer par se dessécher. Donc pour les stocker, sur une longue période, on va les mettre en bottes. Mais seulement pour avoir des bottes qui se tiennent, il faut des gousses de même longueur. Donc on va devoir, ces petits fagots, là, on va devoir calibrer les gousses une par une avant de les regrouper par même longueur. Tu nous as préparé une dégustation. Alors voilà, une petite dégustation de vanille, puisque comme il y a différents terroirs à La Réunion, elles vont avoir des notes aromatiques différentes, des longueurs en bouche différentes, un peu comme le vin. Donc là, je te propose de goûter un certain nombre de producteurs, en fait 6 producteurs différents. On va voir si effectivement il y a des différences notables entre chaque vanille. Alors là, on les a mis dans le lait chaud. Là, on va laisser refroidir un petit peu et puis infuser. Et puis tout à l'heure, on va déguster tout ça. Préparation de la vanille, il n'y a pas que la gousse, on transforme aussi les vieilles gousses, on va dire, les gousses abîmées. Alors, en fait, on va utiliser les vanilles inférieures. Donc on a vu qu'il y avait des gousses qui étaient un petit peu fondues, pas forcément jolies. Donc elles ne sont pas présentables et vendables en l'état, mais elles sont très riches en arômes. Donc ce sont ces gousses-là qu'on va utiliser, par exemple, pour faire de la poudre. Et également des extraits. C'est une autre manière de les utiliser. Alors, un travail que tu fais ici à la vanillerie. Voilà, un travail que l'on fait ici. Donc on va prendre les gousses, les couper en petits morceaux, on appelle ça des cuts, des petits morceaux d'1 centimètre, que l'on va ensuite ressécher. Puisqu'une gousse contient environ 25 à 38% d'humidité, c'est trop humide. Si on broie ça, ça va faire de la pâte, ça va pas faire de la poudre. Donc on doit ressécher les gousses pour descendre en dessous de 15% d'humidité. C'est la raison pour laquelle on les coupe en petits morceaux, on va les mettre dans une étuve pendant plus de 18 heures, un séchage lent. Parce que si on sèche trop vite, on va griller, abîmer les arômes. Donc un séchage lent. Et au bout de 18 heures de séchage, on va ensuite les récupérer et les broyer pour en faire de la poudre. Et il y a également des extraits alors, de l'arôme liquide. Voilà, alors de l'arôme liquide, de l'extrait de vanille. Alors pour l'instant, nous fabriquons un extrait alcoolique qui est obtenu par macération de nos gousses plongées dans de l'alcool. Alors l'alcool est un solvant qui va extraire, récupérer tout l'arôme qui se trouve à l'intérieur de la gousse et le concentrer dans le liquide. Alors toujours pareil, l'arôme est à l'intérieur de la gousse, donc pour bien le récupérer, il faut couper les vanilles en petits morceaux pour que l'alcool pénètre bien à l'intérieur et récupère tout le parfum. Alors la macération elle est un petit peu compliquée. En fait, on va faire 3 macérations successives, ce qu'on appelle des macérations à contre-courant. Alors qu'est-ce que c'est de ça? Tout simplement, on va prendre des gousses
toutes fraîches sur lesquelles on va faire passer de l'extrait qui a déjà passé sur 2 autres charges de vanille. De l'alcool moins fort. Voilà, moins fort. Et inversement, les gousses qui ont déjà reçu 2 fois de l'alcool vont recevoir une 3e fois de l'alcool, mais de l'alcool pur, pour vraiment extraire tout ce qui peut rester à l'intérieur des gousses. Donc ça dure environ 15 jours, les bains successifs. On va chauffer légèrement pour qu'il y ait une meilleure extraction. Et ensuite, au bout des 15 jours de macération, on va presser les gousses, puisque les gousses sont comme des éponges qui vont se gorger d'alcool. Donc on a un petit pressoir, on va écraser les gousses au maximum pour sortir tout le jus qui reste à l'intérieur. Ensuite on récupère un jus, alors c'est amusant parce qu'il y a un petit peu d'huile en surface. Hein. Il faut savoir que la vanille contient 3% de corps gras, donc ça va un petit peu flotter. Et ensuite cet extrait va être filtré, puisqu'on va avoir bien sûr les petites graines, les petites particules de gousse qui sont à l'intérieur du jus. Donc tout ça va être filtré avant d'être mis dans nos petits flacons ici pour être vendu en extrait. Alors après toutes ces explications, on va pouvoir passer à la dégustation. On passe à la dégustation. Comment ça se passe alors on va prendre la petite cuillère, puis on va mettre quelques cuillerées dans la bouche et la garder ce lait dans la bouche exactement comme on déguste le vin. D'accord. Donc on va pouvoir noter l'arôme qui se développe à l'intérieur de la bouche, et ensuite quand on va avaler le lait, on va voir si on a une longueur en bouche. En fonction des vanilles, ça peut être plus ou moins long. Il y a un ordre particulier, non? On commence par celui-ci. Hop. On va essayer de ne pas en mettre partout. Alors là, j'ai plutôt un goût de lait dès le départ. J'en ai peut-être pas pris assez, hein. C'est peut-être ça aussi. C'est pas tout à fait comme le vin, mais on trouve le goût de vanille quand même. Non, c'est sympa. Oui, on sent. D'abord l'attaque sur le lait, ensuite l'arôme vanille va se développer à l'intérieur du palais et à l'intérieur de la bouche. Et là, en fonction des provenances de vanille, on aura des goûts différents. On peut avoir des notes différentes. J'essaye un autre bol. Voilà. Et là, on sent un goût de vanille beaucoup plus développé. Le goût de vanille vient avant le goût du lait, presque. Donc ouais, tout est un petit peu différent. Voilà, c'est un peu comme l'attaque en bouche pour le vin. Ouais, d'accord. Alors goûte celui-ci. Ouais. À mon avis, il faut quand même un peu d'entraînement pour retrouver toutes les subtilités. Mais c'est vrai que sur le deuxième, là, l'arôme vanille était plus fort. Là, c'est un peu moins fort. Ça rappelle un peu celui-là. Alors c'est la raison pour laquelle on travaille avec un des experts français des épices, monsieur Olivier Rollinger, qui lui, en tant que grand chef cuisinier, est capable de sentir la variété des nuances. Il va pouvoir nous nommer les différences aromatiques que l'on peut avoir entre les différents terroirs. Alors ici à La Réunion, il y a des variations justement. Voilà, tout à fait. Alors il a trouvé que sur les vanilles de Saint-Philippe, on avait des notes de riz grillé, de caramel. Alors que les vanilles de Sainte-Rose ont plus des notes de muscade et de miel. Et les vanilles de Saint-André ont des notes de cuir comme les vanilles africaines. Cet arôme, ce goût vanille bourbon, a une valeur nationale, internationale. Elle est cherchée. Alors cette vanille a une réputation très ancienne, puisque ça fait plus de 200 ans qu'on produit de la vanille à La Réunion. Et il faut savoir qu'elle a une certaine notoriété. Et ce qu'on essaye, c'est en partant d'une tradition et d'une notoriété acquise, d'augmenter encore le niveau de qualité de nos produits. Et c'est pour ça qu'on est en train de s'orienter vers la sélection de terroirs et de cépages, un peu comme pour les vins. On va s'orienter non plus sur une seule vanille de La Réunion, mais peut-être des grands crus de Saint-Philippe, de Sainte-Rose ou de Saint-André, puisque les sols sont différents, on aura des notes aromatiques qui seront différentes, et le but c'est d'accommoder encore mieux les vanilles en fonction des plats. Donc on aura peut-être une vanille de Saint-Philippe qui serait bonne pour les crèmes brûlées, alors que la vanille de Sainte-Rose serait mieux pour un poisson. Voilà, on harmonisera et on cherchera pour faire des plats de qualité et revendre un produit de grand luxe. C'est exactement ce vers quoi on tend. Les producteurs, eux, jouent le jeu. Ah, tout à fait. Ils sont très intéressés parce qu'à l'époque, on a toujours mélangé toutes les vanilles quand on les transformait. On est parti un peu pour travailler la vanille comme on travaille le vin. Et on a voulu séparer la production de chacun de nos producteurs. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait des différences aromatiques relativement importantes d'un producteur à l'autre.
Donc on va essayer comme ça de faire des grands crus. Et ça intéresse les producteurs parce qu'ils ne s'imaginaient pas qu'il pouvait y avoir des différences comme ça en fonction du terroir, en fonction de la nature du sol, du compost, etc. Alors la vanille Bourbon, c'est la meilleure du monde. C'est la meilleure et ça va la rester. Direction Saint-Pierre. Gilles nous emmène découvrir en compagnie de Michel la collection de vanillés du CIRAD. Et on est à la station de Bassin-Plat et là on se dirige vers les collections de vanillés qu'on cultive sous ombrière. Une particularité réunionnaise? Ces collections, oui, effectivement, c'est une des plus grosses collections de vanillés qui existent au monde et qui a été implantée à La Réunion il y a une dizaine d'années. On va se laver les mains là. Alors, hygiène obligatoire avant de rentrer dans les serres? Oui, tout à fait. Pour garder le bon état sanitaire des plants, on se désinfecte les mains, ça permet de les toucher et de les manipuler en toute sécurité après. Ça évite les maladies. Tout à fait. Alors comment a commencé cette collection? Tout a commencé il y a une dizaine d'années lorsqu'on s'est rendu compte que finalement la vanille qu'on cultive depuis beaucoup d'années est très mal connue au niveau de ses caractéristiques génétiques, de la diversité qui existe dans les variétés cultivées à travers le monde. Comment fait-on pour obtenir des pieds du monde entier? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert notre carnet d'adresses d'abord pour essayer d'établir des contacts avec les différentes personnes. Et on s'est dirigé en priorité au début vers les jardins botaniques qui, eux, ont vocation depuis toujours à collectionner du matériel végétal. Donc on s'est dirigé vers tous ces jardins botaniques d'Europe pour voir qu'est-ce qu'ils avaient comme matériel de vanillé. Et on l'a introduit par la quarantaine de La Réunion. Et puis on a complété ça par des prospections qu'on a pu faire avec différents partenaires dans la région, donc à Madagascar, aux Antilles, dans quelques pays. Et ça nous a permis donc d'étoffer cette collection petit à petit. Et c'est un travail qui se continue toujours à l'heure actuelle, où on essaye d'enrichir au maximum cette collection, qui pour l'instant comporte environ une vingtaine d'espèces, sur la centaine d'espèces que comprend le genre vanillé. Alors 20, ça paraît pas beaucoup, mais ça reste quand même une collection importante, c'est d'ailleurs la plus importante au niveau mondial, à la fois par le nombre d'espèces, sa représentativité. Les vanillés sont un groupe génétique très très ancien qui s'est diversifié sur les 3 principaux continents, en Amérique, en Asie et en Afrique. Et on a ici des vanillés originaires de ces différents continents. Alors, quelle différence il y a justement entre les variétés? Là, il y a des différences très, très marquées entre les variétés. Les vanillés ont évolué pendant plusieurs dizaines de millions d'années depuis leur arrivée sur la Terre. Et il y a des variétés comme celle-ci, par exemple, des variétés assez ancestrales qui sont capables de fructifier spontanément sans l'intervention d'un pollinisateur, sans abeilles ou sans qu'on ait besoin de passer Notre avec un albus stylet. n'aurait pas été nécessaire? Albus n'avait pas besoin d'intervenir. Les fruits se développent spontanément parce que la pollinisation, il n'y a pas de la petite membrane qui empêche la pollinisation de la vanille planifolia qu'on cultive ici. Donc ici, il peut y avoir un contact direct entre les organes mâles et femelles qui aboutit au développement du fruit et des graines. Par contre, ces fruits-là sont non aromatiques et donc il n'y aurait pas d'usage, pour le moment, il n'y a pas d'usage connu sur ce type de variété-là. Donc la seule propriété qui nous intéresse, au-delà de son intérêt génétique dans l'évolution des espèces, c'est sa capacité donc à se polliniser spontanément. Alors des différences de fleurs et des différences esthétiques aussi pour les vanillés? Oui, tout à fait. Oui, il y a beaucoup de différences de morphologie. Il y a des vanillés qui fleurissent abondamment, avec des fleurs de couleurs variées. Et même au niveau des feuilles, on a des différences importantes, avec des variétés qui ont des feuilles qui font 2 fois la taille de ma main, avec des feuilles épaisses, et d'autres qui ont des feuilles plus membraneuses. Et voir des variétés comme celle-ci, des variétés complètement à fil, où la feuille se réduit à une petite écaille qui finit par disparaître très rapidement. Et là, il s'agit des variétés adaptées à des climats secs, et qu'on retrouve notamment dans les îles de l'océan Indien, et des variétés de vanillés endémiques des îles de l'océan Indien. Madagascar, Comores, Mayotte, Seychelles. Cette particularité-là, c'est qu'on ne connaît pas son pollinisateur sur celle-là? Alors, pour les vanillés dans leur ensemble, on connaît très très peu de choses sur les pollinisateurs. On connaît un petit peu sur les vanillés américains comme la vanille planifolia qu'on cultive ici. Mais sur les vanillés africains, il n'y a aucune connaissance quasiment. Donc on a commencé à travailler sur quelques espèces d'Afrique sur les pollinisateurs et on commence à avoir des pistes, disons, et qui s'orientent vers le groupe des abeilles, et des abeilles particulières d'Afrique.
Voilà, là, on a des fleurs un petit peu plus décoratives, on dirait presque des orchidées fleurs. Hein. Oui, ce sont beaucoup aux orchidées qu'on trouve dans le commerce. Et celle-ci, il n'y a pas véritablement d'usage agricole, mais elle pourrait avoir un usage décoratif, hein, puisqu'elle elle pousse bien, elle fait un beau feuillage abondant. Et la floraison aussi est abondante. Donc là, il n'y a plus beaucoup de fleurs, hein, mais on voit qu'il y a une floraison qui dure 2-3 mois avec des grappes de fleurs bien fournies. Intéressante. Et puis des gousses marrantes, hein, on dirait des queues de cochon. Voilà, un peu en tire-bouchon, la gousse. Ouais. Malheureusement, là encore, une espèce non aromatique, mais une gousse aussi décorative. On peut faire des guirlandes à Noël, peut-être. Alors, si les fleurs sont différentes, les variétés de fruits aussi changent. Tout à fait, tout à fait. Il y a des fruits de calibres différents, des gros, des petits, de propriétés aromatiques très différentes aussi selon les variétés, avec des composés originaux, comme par exemple dans la vanille de Tahiti, qui a des composés anisés très spécifiques, qui lui donnent son parfum très particulier et très apprécié sur les marchés. Alors là, on arrive sur un espace quand même où il y a des gros fruits, on va dire. Hein. Oui, tout à fait. Il y a des hybrides qui ont été produits il y a une cinquantaine d'années pour ceux-ci et qui donnent des variétés qui combinent des caractéristiques intéressantes entre celles des deux parents. Donc ça permet d'avoir des variétés nouvelles et de diversifier la production. Donc c'est un peu une des finalités, au-delà de la simple conservation de la diversité ici, le fait d'avoir toutes ces variétés à disposition sous la main, ça permet de créer des hybrides. La vanille Bourbon en elle-même fait partie de ses parents pour créer ces hybrides? On se base en fait sur la vanille Bourbon, puisque c'est une vanille qui a des propriétés aromatiques très particulières, qui donne le parfum typique de la vanille Bourbon, et on cherche à s'approcher au maximum de ce profil aromatique-là, mais en améliorant d'autres caractéristiques de la plante, en particulier la résistance aux maladies. Donc on essaye de trouver dans la diversité autour de la vanille planifolia ou vanille Bourbon des individus qui soient mieux tolérants soit au changement climatique, soit à des maladies qui affectent la vanille. Alors les vanillés qu'on a autour de nous, là, sont un petit peu le résultat de tout ce travail? Voilà, donc ça c'est du travail ancien, donc qui donne des fruits, parce qu'il faut savoir que c'est des travaux de très longue haleine, hein, d'une graine à une autre graine, dans un travail d'amélioration génétique classique. Il faut une dizaine d'années à peu près pour les vanillés, donc si on veut faire plusieurs croisements, c'est des pas de temps qui sont très importants. Mais ici on a un hybride entre la vanille planifolia, notre vanille Bourbon, et Vanilla feanta, une autre espèce américaine. Donc qui donne des fruits indéhiscents, qui ne s'ouvrent pas à maturité, ce qui permet de les préparer plus facilement. Les graines restent à l'intérieur, c'est ce qui donne les arômes. Voilà. Donc ça simplifie le processus. Une bonne résistance aux maladies, une bonne productivité, une mise à fruit précoce, un parfum qui est pas très bien accepté sur le marché. Et donc pour le moment il n'y a pas eu d'exploitation commerciale de cette variété-là. Et là vraiment on a des choses... En revanche ici oui, on a une variété qui est aromatiquement plus intéressante, plus proche de ce qui est aimé par les consommateurs, et puis donc un calibre très conséquent qui permet d'avoir des rendements très importants. Hein, et un aspect commercial extra. Hein. Voilà, tout à fait, une gousse très très séduisante sur le marché. Producteur de vanille de père en fils, Gisli accueille Gilles dans sa boutique sur les hauteurs de Sainte-Suzanne. Gisli, bonjour, ça va? Oui, vous êtes venu présenter la vanille Gisli? Voilà, je suis venu vous présenter un petit peu notre travail au laboratoire, comment nous on multiplie les plants de vanille pour obtenir des plants sains. Alors, comment ça se fabrique? Alors, comment ça se fabrique? Déjà, on part à partir de boutures saines, de vanillés, et au laboratoire, dans des conditions stériles, on fait ce qu'on appelle du micro-bouturage. C'est-à-dire, on va sectionner des nœuds qu'on va planter sur une gélose nutritive qui va permettre à la bouture de grandir. Donc, c'est par cette technique de micro-bouturage qu'on va pouvoir multiplier des plants de vanille en quantité suffisante. Alors justement, ce principe de multiplication permet d'avoir des vanilles saines, sans bobos, sans virose, sans bactéries particulières. Voilà, on part déjà de boutures que l'on sait saines, et avant de livrer aux agriculteurs, on fait des analyses sur ces boutures-là pour confirmer que ces boutures sont saines. Il faudra combien de temps à ces micro-boutures pour pouvoir rentrer en production? Alors déjà, à ce stade-là, l'objectif va être d'acclimater les vitroplants de vanille. Donc là, les vitroplants sont en conditions stériles. On va les mettre sous ombrière pour les acclimater à leurs futures conditions de culture. À partir de ce moment-là, il faudra compter entre 3 et 4 ans pour commencer à avoir des fleurs, donc à produire de la vanille. Du coup, je suis très intéressé par ces petits vitroplants parce que, bon, déjà, c'est la première fois que j'en vois. Et surtout, c'est pour relancer une culture de vanille, on va dire, saine.
comme je suis en projet de refaire une serre d'ici peu. Demain, si je viens vous voir, est-ce que vous avez la capacité de nous produire des plants en quantité, quoi? Oui, bien sûr. C'est notre travail de multiplier les vitroplans de vanille pour répondre aux besoins des agriculteurs. Notre activité commence tout juste, donc là on est dans une phase ascendante pour multiplier et arriver à un stock conséquent et fournir aux agriculteurs. Alors, ces plants de vanille correspondent à la vanille qui est cultivée à La Réunion? Déjà comme espèce, là on travaille sur la vanille planifolia, donc ce qu'on appelle couramment la vanille bourbon. À savoir, là c'est une variété que l'on retrouve en collection du CIRAD. Donc nous on travaille sur cette base-là. Mais c'est vrai, de vanille planifolia, on en trouve beaucoup de variétés. Les agriculteurs peuvent avoir une variété qu'ils désirent multiplier pour leurs propres besoins. Donc nous, on est là aussi pour travailler avec eux, pour essayer de répondre à cette demande-là dans la mesure du possible. Oui, merci pour toutes ces explications. Jismi, ici on est sur la boutique de l'exploitation. Voilà, c'est une boutique que j'ai construite au départ pour vendre un petit peu de vanille, avec un peu de confiture, un peu de piment. Après, j'ai fait les épices, on fait des produits transformés. Hein, ça va bien avec, ça plaît bien aux touristes, ça plaît bien aux gens pour faire les cadeaux et tout ça. Donc, c'est vraiment un atout commercial, on va dire, primordial pour l'exploitation. Il y a la boutique, il y a les marchés forains. Voilà, des marchés forains, c'est le mercredi, le vendredi, le dimanche. Donc, tous ces produits sont sur les marchés, quoi, évidemment. Bon, alors, on va visiter la vanillerie, Ismaël? On y va. Allons. Voilà, donc c'est des vanilles qui ont une dizaine d'années. Donc, une plantation de vanille sous serre. Le choix de faire ça sous serre? Tout simplement parce que c'est plus pratique à cultiver. Les vanilles se plaisent bien sous une toile à 60% d'ombrage. Ce qui va lui créer en fait le pourcentage d'ombrage qu'elle a besoin pour son développement. Le palissage, c'est plus intéressant que planter au pied en forêt? C'est une question de rentabilité. On va en mettre beaucoup plus. C'est-à-dire que les lianes, on va les balancer de droite à gauche. Chaque liane va s'auto-nourrir dans le compostage qu'on va faire, ce qui va nous permettre d'avoir vraiment une rentabilité optimale, quoi, hein. Parce que le sous-bois, on va parler en pied. D'accord. Et puis ça nous permet aussi de vraiment maîtriser la culture au niveau des maladies. Dans le temps, on faisait vanille, par exemple, aussi en intercalaire canne, un rang de canne à sucre et un rang de vanille. Et après, il y a beaucoup de phénomènes naturels qui ne nous permettent plus de faire ça. Phénomènes climatiques, pas assez d'humidité, quand on coupe la canne, il est trop soleillé. Donc les vanilles, après, ils vont attraper des maladies. C'est une plante fragile. Très fragile. Il y a plein de maladies en fait sur la culture de vanille. Il faut par exemple travailler avec des gants, du javel. Chaque bouture qu'on voit que c'est pas sain, il faut couper avec un couteau javelisé. Et il ne faut pas avoir de signes de maladie, quoi, hein. Dès qu'il y a une feuille qui est un peu abîmée, qu'on voit que c'est pas bien, il faut les enlever. Là on voit que les allées sont clean. Il y a un petit peu de mauvaise herbe, ça il faut laisser en fait. On plante des herbes dedans. Hein. On va planter par exemple le petit chien dans ces petites herbes-là, ils sont superbes pour les périodes de sécheresse. Ça garde l'humidité. Voilà, quand on fait l'entretien, on va casser les herbes, cette herbe-là va se mettre en décomposition et va nous ramener de la matière organique, de la fumure, les oligo-éléments, de ce qu'elle a besoin, quoi, en fait. Si on enlève toutes les herbes, c'est le dépérissement de la plante. Parce que les racines de la vanille vont se mettre dans tous les tissus fibreux, hein, et c'est là où elle va se faire. D'accord. Voilà, donc pas de fumier, pas d'engrais, que du compostage végétal en fait. Du naturel. Voilà. Et ça donne quasiment tous les ans? Tous les ans, on fait la récolte. Dites-moi quoi, il prépare de bon là pour midi? Là, on va faire un petit canard à la vanille, mais avec du cidre, du miel de litchi, et puis avec tous nos épices, de la muscade, du poivre, du girofle, hein, des oignons, du 4 épices. Et c'est moi-même qui élève le canard, donc... Tout qui sort de la cour. Voilà, c'est des très très bons canards qui sont élevés sur plan d'eau, avec de la très bonne vanille fraîche. Hein, c'est-à-dire que ça, c'est une vanille qui n'a pas été échaudée, quoi, hein, qui n'a pas eu de séchage au soleil. C'est une vanille qui est mûre sur le pied. D'accord. Donc beaucoup plus riche en parfum, beaucoup plus d'huile, et c'est une vanille qui va vraiment donner le vrai goût vanille, quoi, dans le canard. Et les épices sont prêtes, maintenant comment on procède? Et là, on va le faire dorer le canard. Allez, allons. Donc on va faire chauffer un peu la marmite. D'accord. Hein. On va faire chauffer la marmite sur le feu. Alors on va le poser là.
faire chauffer un peu la marmite et après on va mettre un peu d'huile et après on va faire bien dorer le canard. Une fois qu'il sera bien doré, on va le badigeonner un peu de miel de litchi pour donner la saveur sucrée-salée, quoi. Donc une fois qu'on aura mis le miel, on va mettre les vanilles et après on va faire dorer nos épices et on va remettre le canard et après on rajoutera le cidre. Alors le temps que ça va dorer les oignons, tranquillement, on va pouvoir mettre le miel sur le canard. D'accord. Voilà. Ça chauffe un peu, d'accord. On va mettre l'ail, le poivre, la muscade pour épicer la sauce, quoi, hein, avec les oignons et tout ça. C'est une belle couleur. Parce que dans le canard à la vanille, pour réveiller vraiment les arômes de vanille, il faut que ce soit épicé, quoi, hein, avec la muscade, le girofle, le poivre, les oignons, bien dorés, pour vraiment faire ressortir le parfum vanille. Donc on va le mettre un petit peu de miel de litchi, hein, très très bon miel de litchi qui est fait sur l'exploitation aussi. Hein. Trop non plus parce qu'après c'est trop sucré. Trop doux, ouais. Voilà. Donc c'est juste pour donner le petit goût sucré-salé, quoi, dans la sauce. On le badigeonne bien. Pas mettre trop, les épices sont bons. Voilà. Tac. Voilà, on va mettre à peu près 3 à 4 cuillères à soupe, hein, de miel. Voilà. Après, dedans, on va incorporer les gousses de vanille qui sont déjà fondues naturellement. Hein, on va le mettre dans le ventre, quoi. Hein. On va mettre 3 petites gousses dans le ventre. 3, 4. Voilà. Et dans la sauce, on va en mettre une. D'accord. Voilà. Là, ça a déjà une odeur extraordinaire. Hein. Ah, oui. Là, tu vas remettre le canard. Voilà, donc là, une fois qu'on a mis le miel, on a mis tous les épices sont bien dorés. Hein, que ce soit bien, parce que c'est ça qui va réveiller le parfum vanille avec les 4 épices. Alors après, moi, je mets pas d'extrait de vanille, tout ça. C'est tout naturel. Voilà, pour mon goût, c'est trop sucré. Hein, donc on fait à la traditionnelle avec les vanilles comme ça. Et là, on va mettre le canard hein, dans ce mijoté là. Comme ça. Alors là, pour finir cuire le canard, eh bien, on va mettre du cidre. D'accord. Hein, du vin de pomme. Hein. Donc, cachet supplémentaire au canard à la vanille. Donc, on l'arrose bien de cidre. Là, tu mets toute la bouteille? Voilà, toute la bouteille. Cidre brut. Hein. Donc, une bouteille. Et là, tu vas rajouter quelque chose d'autre? On va rajouter un peu d'eau hein, pour allonger un peu la sauce. Parce que comme c'est un canard de ferme, bon, il faut quand même pas mal de sauce pour le faire cuire. Ouais, la chair est ferme. Là, il faut, voilà. Et une fois qu'on aura fini cuire le canard, pratiquement fini de cuire le canard, on va rajouter des petites patates douces. D'accord. Bien, Gismi, Willy, merci de l'accueil. Longue vie aux producteurs de vanille et que les micro-boutures nous donnent de belles gousses de vanille. On va goûter ce délicieux canard. Voilà, à la vanille. Voilà, j'espère qu'il sera très bon. Voilà. Il est bien accompagné, un palmiste rouge de la Réunion. De l'exploitation, oui. Voilà. Allez, on y va, bon appétit. Bon appétit à tous et à bientôt. Bon appétit.